rapport avec l'affaire Manidem, Anissé Kane, Dieudonné Yebga et notamment la vidéo. On vous a vu dans une vidéo qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux, dans laquelle vous ne reconnaissiez pas être membre du bureau du Manidem, le bureau justement qu'on a retrouvé sur le site du ministère de l'administration territoriale, site que le ministre précise effectivement que le site a été piraté. Bon, par rapport à cette information sur la palissade, tous les événements qui ont concouru à ce que les informations remontent à la surface sont assez cohérentes et personne ne peut le dédire. C'est pour ça que ce à quoi on a assisté, c'est un gangstérisme d'État. Il faut le dire sans embâche. On ne peut pas avoir des charges au sommet de l'État et on se permet de falsifier des documents. Non, le ministre a précisé que le site, il a fait tout un communiqué pour préciser que le site avait été piraté. Bon, moi je veux dire que le site peut m'avoir été piraté, mais bien après, je vous dis quand même la personne qui a dit avoir fait ce travail, qui est M. Dieudonné Yebga, qui était mon président au sein du parti. J'étais son secrétaire général. Nous avons été élus, comme je l'ai abondamment dit, en 2015. Cela ne souffre d'aucune contestation. Parce que lorsque le camarade Abanda meurt en 2014, on a un souci de continuité au sein du parti. Il a su dans l'intérim de 2014 à Abanda meurt, je crois, en janvier. Et toute l'année, Yebga est président intérimaire du Manidem. Sauf que maintenant, il y aura donc un congrès en 2015 qui va l'élire comme président et va m'élire comme secrétaire général. Nous allons travailler pour le parti jusqu'à ce qu'il y ait des soucis en interne, parce que justement le Manidem n'est pas une formation politique qui est comme certaines, il y a une nomenclature où le président est le tout-puissant. Toutes les décisions du parti sont en collégialité, se prennent en collégialité. Donc on applique ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Face à cela, donc, les camarades estimaient que Dieudonné Yebga ne cadre pas avec le fonctionnement du parti. Le président n'est pas celui qui commande. Le président est celui qui, je veux dire, est au service de ses camarades. Face à cela, donc, il n'y avait plus possibilité de le laisser à la tête du parti. Un congrès a donc été convoqué. J'étais avec lui. J'ai même contribué à ce qu'on conteste ce congrès. Mais dès lors qu'on a été débouté, je lui ai dit que si on a été débouté, c'est ce que nous faisons. Les autres membres sont plus nombreux. Il y avait plus de 3/3 des camarades qui avaient opté qu'il faut un congrès. Et nous, on a été déboutés. J'étais mis en minorité avec Yebga. Quand vous entendez que mon nom, il faut bien comprendre. J'étais avec Yebga, on a été mis en minorité. Et a été mis en minorité, on a fait une procédure au tribunal ici à Douala, où le juge a estimé qu'on n'avait plus qualité au vu du fait que la majorité des membres ont voté contre nous. Alors, moi, je me suis aligné face à cette décision, je me suis plié, sauf que je n'ai pas mis le parti en difficulté. Lorsque maintenant les autres sont montés sur les plateaux de télévision, sont allés dans tous les plateaux ici à Douala ou à Yaoundé, ils ont commencé à tirer sur le parti. Lors du congrès, les camarades ont estimé que tous ceux qui ont eu un comportement anti-parti devront être exclus. Yebga Dieudonné a donc été exclu. Du coup, même Bonjour a été exclu. Nanga Guillaume a été exclu. Et je crois qu'il y a nos camarades qui m'échappent. Donc ils ont été quatre camarades qui ont été exclus. Le 5e, c'était moi. Nous étions restés 5 nous nous opposions aux autres. Alors moi, j'avais pris du recul, je suis resté dans le comportement du respect des statuts du parti. Et les camarades estimaient que on n'a pas mis le parti en difficulté. On ne peut pas l'exclure. Je ne serai donc pas exclu et je reviens dans mon parti. Mais eux, ils ont été exclus. C'est pour ça que lorsque justement dans cette information remonte à la surface, je veux comprendre. J'ai appelé Yebga pour lui dire mais il s'agit de quoi? Il m'a dit que ces gens sont venus me voir et moi j'ai compris donc qu'il n'avait plus une posture. Sauf que nous on ne peut pas la tester. Vous dites que c'est ce qu'il vous a dit. Bon, vous ne pouvez pas la tester, mais je veux donc dire que c'est pour ça que je fais donc la sortie que je fais le 24 juillet. Je fais une vidéo pour dénoncer justement le tripatouillage et tous les mécanismes qui sont mis en branle avec un seul objectif, détruire la candidature du camarade Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Vous voyez que le cheminement a été méthodique et ils sont arrivés à leur fin, qui consistait justement à ce que Yebga devienne un candidat qui n'avait ni titre ni qualité pour agir en quelconque nom du Manidem. C'est une forfaiture. Mais vous savez quand même que la loi n'autorise pas l'enregistrement de quelqu'un à son insu et la publication de l'enregistrement. Non, c'est ce qu'il faut dire. C'est Yebga qui enregistre. C'est Yebga qui enregistre. Je vous ai dit, Yebga c'est un informaticien chevronné. Yebga m'enregistre, sauf que moi je ne suis pas en train, je ne suis pas dans une logique
de calcul. Si vous suivez tout cet enregistrement, c'est plus de 41 minutes d'appel vocal. Alors, nous causons entre camarades, c'est parce qu'après, les actes qui vont s'opposer, c'est pour ça que... Mais si c'est lui qui enregistre, comment ça se retrouve sur les réseaux sociaux? Parce qu'il a causé avec d'autres camarades. Je suis pas au secret avec qui il a causé. C'est pour ça que c'est un document qui a fait le tour de plusieurs camarades. Donc ce n'est pas justement au fait. Très bien. Oui, permettez qu'on présente d'abord le professeur et puis vous allez dire un mot. Voilà, le professeur Moïse Timchen est avec nous, il est universitaire, enseignant à l'université de Tchang. Professeur, bonjour. Bonjour Léna, bonjour à tous les panélistes, bonjour à vous millions d'auditeurs. J'espère que vous m'écoutez très bien. Oui, on vous écoute très bien. Donc vous participez au débat depuis la ville de Tchang, c'est bien ça? Effectivement, je suis connecté, je suis en train de vous suivre en direct et donc je pourrais interagir avec tout l'ensemble du panel en temps réel. Je l'ai dit, vous êtes universitaire, vous êtes enseignant à l'université de Tchang. Donc voilà. André Luther Meka voulait dire quelque chose. Je voulais réagir oui, allez-y. Au propos de M. Mauvois pour estimer que nous sommes dans le champ politique. Et je suis un peu embarrassé parce que je n'aime pas beaucoup parler des partis des autres, parler des querelles intestines dans les partis. Mais dans un moment où nous sommes dans une période électorale, il est important d'être prudent. D'être prudent du fait que depuis près d'une décennie, il faut le dire, le Manidem est sujet à beaucoup de querelles intestines. J'ai connu l'épisode de Mbandakani, j'ai connu aussi l'épisode de M. Yebga, et je voudrais dire que ce sont beaucoup de militants du Manidem, je dois l'avouer, sont des amis qui me sont très proches, parce que M. Charles Fongan a été mon formateur journaliste à SIFIA, Agence internationale, et le professeur Samin Bongo a été mon enseignant de sociologie jusqu'en 2A. Donc c'est un parti que je connais bien. Je voudrais signifier ici qu'il y a beaucoup de distractions et de manipulations dans ce qu'il se dit, dans ce qu'il dit aussi, parce que j'ai d'abord suivi, j'ai lu Madame Simone Kane qui a dit qu'il y a des audios qui ont été enregistrés par rapport, n'est-ce pas, à la conversation que M. Yebga a eue avec les camarades du parti. Alors, lorsqu'il vient, il dit que c'est M. Yebga qui a enregistré, ça fait un véritable problème. La deuxième incohérence que je trouve, c'est que ils étaient dans un combat, notamment avec, n'est-ce pas... Mais je rappelle également que M. Yebga ne lui a pas porté plainte. Donc, non, c'est la camaraderie du parti. Ils ont quand même un certain nombre de convenances et d'élégances dans leur parti, que j'apprécie même d'ailleurs. La deuxième des choses, c'est qu'il dit qu'il a sensibilisé son président d'antan, M. Yebga, de pouvoir abandonner le combat. Mais ils ont continué le combat. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu un certain nombre de présidents qui sont partis d'une manière assez indécente. Et lui-même, il le dit sans le savoir, qu'il y a eu 5 membres qui ont été exclus. Parce qu'effectivement, il revendiquait un certain nombre de privilèges, il revendiquait, n'est-ce pas, la tête du parti. Un peu comme le professeur dit qu'il est du RDPC. Moi je sais de quoi je parle. Moi je sais de quoi... Non, je ne sais pas si c'était parce qu'il voulait des privilèges. Non, je sais de quoi je parle. Donc, il y a eu dans cette scission-là, et le combat n'est jamais fini. Le combat n'a pas été achevé. Et je rappelle encore que le combat entre ceux qui ont exclu et ceux qui sont restés dans le parti. Mais je vous dis, monsieur... Non, vous allez reprendre... Non, c'est mon parti. Vous allez reprendre la parole. Non, c'est mon parti. Vous allez reprendre la parole. Je vous prie de m'écouter. Non, je vous prie, soyez poli. Je vous prie de m'écouter. Non, l'élégance des débats, je vous écoutez religieusement. Parce que nous sommes là dans un paradigme conflictuel entre ceux qui ont été exclus. Je ne veux pas que vous continuiez. Mais vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même. Ne ramenez pas quelqu'un qui est exclu du parti au centre d'une affaire. Vous l'avez dit vous-même que vous avez voulu, n'est-ce pas, vous imposer, et tu as sensibilisé le président en lui disant de laisser tomber, nous avons été mis en minorité. Bien sûr. Ça. Mais c'est ce qu'on appelle en politique un champ conflictuel. Non, c'est pas conflictuel. Je voudrais également, en minorité, c'est que la majorité a gagné. Je voudrais également dire qu'il y a une manipulation qui voudrait démontrer que le fait que M. Yebga
s'investissent à la tête, n'est-ce pas, de l'investiture du Manidem est du fait du RDPC du pouvoir. C'est archi faux. Madame Léla, je voudrais vous informer qu'il y a des batailles, j'allais dire meurtrières dans l'opposition que vous voyez là. Il y a des batailles de clans, il y a les batailles de privilèges, il y a les batailles de pouvoir dans l'opposition. Moi j'admire le fait qu'ils camouflent cela et que les journalistes que vous êtes, vous camouflez cela, mais nous sommes informés de ces batailles. Monsieur Mbandakane est parti du Manidem comment? Monsieur Mbandakane est parti du Manidem comment? Interrogez Monsieur Mbandakane, il va vous parler. Monsieur Yebga Dieudonné est parti du Manidem comment? Vous allez l'interroger, un jour il parlera, il vous dira. Et je voudrais vous dire que M. Yebga a eu l'investiture du parti et ce sont certains membres du parti qui ont signé cette investiture. Et donc, M. Mevois ne peut pas venir faire la manipulation, démontrer... Vous n'êtes pas du Manidem. Ce que vous dites là, c'est archi faux. Je suis en train de vous... Monsieur Yebga ne milite plus dans le parti depuis 2018. Il a été faussement et frauduleusement exclu du parti. C'est faux. J'étais son secrétaire général. Je vous dis que j'ai mené le combat avec lui. Je dis que nous étions 5 membres. Mais vous-même, vous êtes en minorité dans ce que vous dites. Parce que les 5 membres qui ont été exclus. Oui. Les 4 membres. Les 4 membres qui ont été exclus. Oui. Mais, naturellement, vous êtes resté seul. Ça veut dire que vous êtes le pion de l'affaire. Le pion de l'affaire. Et vous êtes d'autant plus le pion de l'affaire qu'on envoie dans les médias pour discréditer M. Yebga. Je trouve que c'est inélégant, monsieur. Très bien. C'est inélégant. C'est inélégant. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est inélégant de parler de quelqu'un qui n'est pas là et qui n'est pas représenté et qu'on vienne, n'est-ce pas, le salir ici. Je vous dis, et je vous répète, Madame Lélanganze, que le Manidem a de sérieux problèmes de leadership. On aura l'occasion d'en parler justement. On aura l'occasion d'en parler. C'est important de savoir. Et je vous dis encore que tous ceux qui se présentent là, qui ont eu l'opportunité de se présenter dans les partis politiques de l'opposition, c'est des gens qui ont été frustrés, écartés et qui veulent, n'est-ce pas, discréditer ceux qui sont à la tête. Vous clarifiez rapidement et on donne la parole au professeur pour parler du Conseil constitutionnel. Je vais dire que M. Meka est membre du RDPC, il n'en sait rien du Manidem. C'est ce que vous croyez. Tout ce qu'il raconte là. Mais vous parlez du RDPC. Est-ce que vous êtes dans le RDPC? Je dis bien que 4 personnes ne font pas un parti, ou 5 personnes, par rapport au nombre des autres camarades qui nous ont mis en du parti. C'était des gens qui avaient des fonctions précises. On n'est pas au RDPC chez nous, vous confondez tout. Vous n'étiez pas secrétaire général. Mais il y avait un congrès qui était projeté, on a voulu bloquer ce congrès. Nous connaissons comment. En tout cas, le congrès a exclu les membres. Je vous ai dit que les camarades ont eu un comportement anti-parti, ils ont été exclus. Dès lors qu'ils ont été exclus, pourquoi Mokoko Mbondjo n'a pas revendiqué? Calmez-vous. Monsieur Naga a fait des postes pour dire qu'on avait été exclu et chacun s'est résigné. Il est bien rentré dans son village et il a créé une association de consommateurs pour que gouverne. Je suis membre de l'association de ces Yebga. Que vous dites que je veux vilipender. Non. Est-ce qu'il a abandonné la lutte? Il n'est plus du parti. Il n'était plus du parti. Non, monsieur Meka. Très bien. Monsieur Meka, je crois que vous êtes à l'université à Douala, comme on dit souvent. Si on exclut un étudiant à l'université de Douala, il est exclu. À l'université des universités ou du Cameroun. Bon, oui, je prends un exemple. Il peut faire des recours. Il peut faire des recours. Et si c'est recours, Yebga et moi, on a donc fait un recours au niveau du tribunal. On a été débouté. Quand tu es donc débouté, tu fais quoi? Tu peux t'inscrire de force. Et qu'est-ce qui lui a donné la légitimité de se présenter avec des investitures? Très bien. Les faux documents. Vous donnez l'information que vous refusez de donner au Cameroun. Laquelle? On estime que M. Anissé Kane a investi quant de son propre chef et seul. Et c'est ça qui fait le problème. La lettre d'investiture, qui signe la lettre d'investiture? C'est 5 membres ou 10 membres qui signent la lettre d'investiture? C'est le président du parti. Ça a été débattu. Dès lors que le président du parti signe l'investiture seul, ça veut dire qu'il peut avoir la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir le faire seul. Je suis en train de vous dire, sur notre parti. Le comité de direction et le bureau politique peuvent investir et le président ne va que inscrire ça en signature. Et dans le cas, c'est le bureau politique et le comité de direction, dans le cas d'espèce. Il y a même eu une réunion par rapport à ça. Il n'y a pas eu de réunion par rapport à ça. Vous racontez tout ce qui est faux. Écoutez ce que je vous dis. Sauf que lui, il est militant du Manidem. Et on parle du Manidem. Très bien. Permettez qu'on prenne le professeur. Permettez. Voilà. Monsieur. André Luther Meka. Monsieur Mevois. Il a été un membre important du parti. Vous ne pouvez pas le discréditer dans les médias. André Luther Meka et monsieur Mevois. André Luther Meka et monsieur Mevois. On parle.
Nos 35 recours introduits, 34 rejetés. On a l'impression que le Conseil constitutionnel a été très rigide, a eu la main très lourde. Le contentieux a rapidement été vidé. Pensez-vous justement, professeur, que le Conseil constitutionnel soit allé au fond des dossiers? Non, là, je dois vous dire que il y a du bruit en fond là. J'espère que vous m'écoutez. Il y a du bruit en fond. Parce que tout petit peu de votre poste récepteur, de votre télévision. Moi, je suis complètement isolé de tout le monde. Je n'ai que mon téléphone avec moi pour être connecté. Alors, est-ce que ça va maintenant? Allô? Je vous entends, allez-y. D'accord, donc je dois vous répondre en vous disant que j'ai été présent au Conseil constitutionnel. Et donc, j'ai suivi les débats en direct. J'étais d'ailleurs assis au premier banc, donc juste à côté des autres hommes politiques qui étaient M. Bandakani, Abdourahmane Amidou, le professeur Maurice Kantou. Donc, je ne vais pas simplement analyser la chose de ce que j'ai entendu les autres dire. J'analyse la situation par rapport à ce que j'ai vu et entendu, n'est-ce pas, et en mobilisant notamment l'expertise qui est la mienne en tant qu'universitaire, mais surtout spécialiste du droit processuel. C'est vraiment ma spécialité. Même s'il m'est arrivé de temps en temps, n'est-ce pas, de me mêler au débat relatif au droit constitutionnel. Ma spécialité en tant qu'universitaire, c'est celle de processualiste. C'est le droit processuel qui a été qui a fait l'objet de ma leçon de spécialité dans le cadre du concours d'agrégation. Alors, pour ce que j'ai vu, je crois que nous avons eu droit à tout, sauf à une véritable activité judiciaire. Parce que quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire, pénale, administrative ou constitutionnelle et même électorale, je crois que la finalité de toute activité judiciaire, c'est de parvenir à la manifestation de la vérité, n'est-ce pas, pour en tirer les conséquences qui en découlent normalement. Or, ce à quoi nous avons assisté à Yaoundé, c'était tout sauf de la justice, parce que devant des situations identiques, on a vu le Conseil constitutionnel avoir des postures complètement différentes. N'est-ce pas, dans l'un, on accepte d'examiner les textes de base du parti. Dans l'autre, on refuse systématiquement, n'est-ce pas, de procéder à la même opération. Et dans tous les cas, vous avez bien vu que le caractère public des audiences du Conseil constitutionnel a été complètement mis entre parenthèses. Et nous apprenons, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, il y a encore une cinquantaine de compatriotes qui sont en garde à vue administrative du seul fait d'avoir manifesté l'intention de vivre, comme la loi le permet, l'audience qui se tenait au Palais des Congrès. Donc vous comprenez que déjà sur le plan de l'environnement même des audiences, que dans la conduite des sessions, nous avons eu droit à tout sauf à une véritable activité judiciaire où la finalité était celle de rechercher la manifestation de la vérité pour en tirer les conséquences, n'est-ce pas, que les textes prévoient. Deux questions, professeur. Professeur, deux questions. D'abord, est-ce que le Conseil constitutionnel est obligé de laisser filmer les audiences? Et puis la deuxième, vous avez dit tout à l'heure que dans certains cas, le Conseil constitutionnel est allé enquêter à l'intérieur des formations politiques. Dans quel cas précisément? Bon, alors, par rapport à l'obligation, non. Bon, c'est vrai, il est dit que la police de l'audience est assurée par le chef de la juridiction. Ça veut dire que c'est le président du tribunal, c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit garantir, n'est-ce pas, que l'activité judiciaire se tienne dans les conditions d'ordre et de discipline. Mais en fait, il ne peut exercer son pouvoir que dans la mesure compatible avec les provisions légales. Or, si la loi a bien voulu que les autres audiences du Conseil constitutionnel se tiennent dans les conditions de confidentialité et que la dérogation soit spécialement apportée en matière électorale et référendaire, ben cela veut bien dire que cette disposition légale s'impose aussi
au président du Conseil constitutionnel, qui ne peut donc pas exercer une prérogative qui lui est propre en violation de la loi. Donc à partir du moment où la loi a prévu que les audiences du Conseil constitutionnel en matière électorale et référendaire se tiennent dans les conditions de publicité, mais il va de soi que le président du Conseil constitutionnel a l'obligation de donner vie, n'est-ce pas, à cette exigence légale, qui est donc de permettre que le maximum de Camerounais possible puissent suivre les audiences aussi bien. Est-ce qu'il y a un test qui le précise? Est-ce qu'il y a un test qui le précise? Est-ce qu'il y a une loi qui le précise? Le texte n'a pas besoin de le dire. La loi dit que ces audiences-là sont publiques. C'est suffisant pour comprendre ce que ça implique. C'est pas au président du Conseil constitutionnel de redéfinir ce que c'est que la publicité. La publicité est définie par la loi. Les audiences du Conseil constitutionnel sont publiques. Ce n'est pas peuvent être publiques. Ça veut dire que tout le monde peut assister à ces audiences, mais est-ce que public, ça veut dire doivent forcément être retransmises à la télévision? Voilà, vous comprenez donc qu'il n'appartient non pas au président du Conseil constitutionnel d'interdire, par exemple, la diffusion, dès lors que cette diffusion n'empêche pas la tenue ordonnée, n'est-ce pas, de l'audience. La retransmission, d'ailleurs, pourrait contribuer plutôt à rendre la discussion dans la salle plus fluide. Parce que cela aurait contribué à immobiliser les Camerounais à partir de leur domicile, sans qu'il ait besoin justement d'envahir la salle d'audience. Donc vous comprenez que par rapport à la mise en œuvre de la publicité, je pense qu'il n'appartenait pas au président du Conseil constitutionnel d'interdire la diffusion. Il devrait donner plutôt son mention pour que cette diffusion ait lieu, afin que justement le principe de publicité des audiences électorales, tel que prévu par la loi, puisse être réalisé. Et puis, maintenant, par rapport aux lésions qu'il peut avoir à l'intérieur, naturellement, les autorités administratives de la police étaient là pour pouvoir justement délaisser la salle du surplus de personnes qui pouvaient causer un encombrement préjudiciable à la sérénité de l'activité qui se tenait à l'intérieur. Et dans quel cas? Le caractère public de ces audiences-là aurait dû justifier même le déploiement, n'est-ce pas, des haut-parleurs pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas être dans la salle de pouvoir suivre les débats, même à partir de l'extérieur. Donc, dans tous les cas, de mon point de vue, je crois que le fait d'avoir interdit la diffusion, n'est-ce pas, est une violation grave du droit de tous les Camerounais à pouvoir suivre les audiences électorales et référendaires du Conseil constitutionnel. Et je ne pense pas qu'il était du droit du président du Conseil constitutionnel d'interdire cette diffusion-là. Et dans quel cas, professeur? Principe démocratique. Et sur la deuxième question justement, dans quel cas est-ce que le Conseil constitutionnel est allé en profondeur dans les tests, dans les statuts du parti? Parce que vous avez parlé tout à l'heure... Oui. Oui, mais avant de vous répondre, je dois conclure pour dire que oui, l'attitude du président du Conseil constitutionnel a permis au Conseil constitutionnel de jouer un peu les petites mains de la dictature. Parce qu'il s'agissait de museler les Camerounais, de les rendre ignorants de tout ce qui se passe, afin que justement la forfaiture à laquelle nous avons assisté puisse se faire. Maintenant, par rapport aux situations de 2 poids 2 mesures dont j'ai parlé, oui, alors vous avez vu bien que je prends seulement le cas du MP. Le cas du MP. Vous voyez, pour faire disqualifier M. Ider Zipan, mais le Conseil constitutionnel était bien obligé d'apprécier les textes internes du MP, alors que cette objection a été élevée avec beaucoup de véhémence. Quand il s'agissait justement de plaider tous les autres cas supposés de pluralité d'investiture. Parce que comme je vous l'ai dit, au plan du droit, on peut parler de pluralité d'investiture lorsque toutes les investitures ont été émises par le représentant statutaire du parti. Très bien. Nous avons suivi les autres procès. Alors les gens essaient de plaider justement le fait que certaines investitures étaient inopposables au parti, mais ouais, sur le fondement d'une jurisprudence complètement obsolète, complètement dangereuse par rapport aux principes démocratiques et à la cohésion nationale, le Conseil constitutionnel s'est clairement déclaré, incompétent, se disant inapte à pouvoir apprécier, n'est-ce pas, le respect ou non des textes internes d'un parti. Mais dans le cas de Ider Zipan, vous voyez bien que c'est le seul moyen qui a été retenu pour aboutir justement à la disqualification de ce compatriote. Merci, professeur. Monsieur Tassilda, le Conseil constitutionnel. Je me limite dans cet exemple et c'est suffisant. Mais il y a eu plusieurs autres cas. Le cas de l'UPC,
qu'on peut confronter avec l'objection qui a été par l'argumentaire qui a été développé dans les cas RDPC et RDPC, je voulais dire, et Univers par exemple. En gros, dans le cas de RDPC et de l'Univers, le Conseil constitutionnel a bien eu le temps de constater que l'une des investitures n'était pas valable. Alors, sur quelle base est-ce qu'elle a pu dire que cette investiture n'était pas valable? C'est bien parce que le Conseil constitutionnel a pu faire l'effort de déterminer qui représente l'Univers, qui représente le RDPC. Le même effort méritait d'être fait. Mais je pense quand même que pour le cas du RDPC, je pense quand même que pour le cas du RDPC, il a été reproché à Léon Taylor de n'avoir justement pas de lettre d'investiture. Oh non. D'accord. Qui a été présenté par le Conseil constitutionnel a bien relevé qu'il y avait une lettre d'investiture. Et puis, Léla, puisque vous le dites, mais nous avons tous vu le tableau de présentation des 83 candidatures. J'espère que vous l'avez aussi vu. Alors, dans ce tableau, sur quoi ELEC s'est-il fondé pour dire que Léon Taylor a été présenté par le RDPC? Vous voyez, c'est quand même sur la base de ce qu'il y avait des éléments pour établir que la candidature de Léon Taylor avait un lien avec le RDPC. Très bien. Et c'est ce que nous avons vu pour tous les autres candidats. En dehors des cas des candidats indépendants, tous les autres qui étaient supposés présentés par les partis étaient affichés. Très bien. Comme étant présentés par ces partis. Merci, professeur. C'était suffisant. Si la jurisprudence était de retenir la pluralité d'investiture pour adopter la même attitude, je crois que ça aurait bien valu. Aussi bien pour le RDPC que pour l'Univers. Merci, professeur. Dont le tableau d'affichage des DECAM les présentait comme étant investis par un parti précis. Merci, professeur. On reviendra tout à l'heure avec vous. Monsieur Tassinda, le Conseil constitutionnel dit le droit. Le Conseil constitutionnel a un rôle important à jouer également dans la régularité de l'élection. Le Conseil constitutionnel recherche la vérité et donc, le professeur le disait, peut aller à l'intérieur des statuts, des formations politiques, des tests internes des partis politiques pour dire le droit. Est-ce que les 4 et 5 août, le Conseil constitutionnel du Cameroun a dit le droit? De mon point de vue, oui. Je veux pas aller dans le même sens que le professeur. C'est un constitutionnel chevronné. Il fait partie de la crème que nous avons, qui enseigne dans nos universités. Il peut avoir un avis politique, c'est de son plein droit. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut respecter et donner de la valeur à nos institutions. Pourquoi je le dis? Vous n'avez des conseils constitutionnels tranchent sur des enjeux politiques éminemment importants. Dans aucun pays au monde, les gens y sont satisfaits. Les hommes politiques ont ça en eux, c'est que les hommes politiques ont une tendance à refuser d'avoir affaire à la justice de façon globale. Les hommes politiques refusent d'être épinglés par la justice, d'être contredits par la justice. Quand vous regardez le Conseil électoral a validé 13 candidatures. Le Conseil constitutionnel en a réduit la candidature d'une. Et le Conseil constitutionnel a, en quelque sorte, validé 12 candidatures. De mon point de vue, moi, M. Tatsinda, je dis, je respecte les décisions du Conseil constitutionnel. J'ai pas la statue, j'ai pas, comment je vais dire, la qualité intellectuelle d'y entrer, mais je respecte le Conseil constitutionnel. Puisqu'avant moi, d'autres professeurs, éminents professeurs de droit l'ont dit. Autre question. À partir du moment où le Conseil constitutionnel se prononce sur des enjeux politiques importants, est-ce que les acteurs politiques ne font pas des juges constitutionnels des acteurs politiques? Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fonction des sensibilités qu'ils ont, ils indexent les juges du Conseil constitutionnel comme des acteurs politiques et estiment qu'ils ont pris des décisions dans le sens de certains intérêts politiques. Donc, ils jouent dans certains camps politiques. Ce sont des acteurs politiques. Mais ça se voit. Quand vous avez... Est-ce que ce n'est pas aussi en fonction de qui les nomme finalement? Non, je vous dis, c'est un cas général, c'est pour ça que la règle devrait être de respecter la décision des conseils constitutionnels. Je vous donne un cas en France. Nous sommes dans un cas en France où il y a l'élection de M. Jacques Chirac. Jacques Chirac est élu président de la République. Mais sauf qu'il a dépassé ses comptes de campagne. Et en France, il y a 2 mesures qui peuvent être prises. Soit une amende, soit les validations, en quelque sorte, de l'élection à partir
du niveau de dépassement des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel se rend compte que oui, on a atteint le niveau véritablement de dépassement de comptes de campagne qui peut amener à une décision d'invalidation de la candidature. Sauf que le Conseil constitutionnel a un problème. Le Conseil constitutionnel se dit aussi, ça maintenant c'est, comment je peux dire, la conscience du juge, parce que ce sont des juges. Même dans le cas pénal, de façon de nos audiences pénales, le professeur va excuser un peu mes expressions qui ne sont pas des expressions tout à fait juridiques. C'est bien que j'ai grandi dans la maison d'un juriste. Mais le juge a quand même aussi sa conscience. Et dans le cas de la France, le juge va se dire que je ne peux pas, les juges constitutionnels vont se dire, nous ne pouvons pas plonger la France véritablement dans une crise politique. Comment peut-on invalider cette candidature? Conseil constitutionnel, élection Jacques Chirac. Même chose, élection M. Nicolas Sarkozy. On se rend compte effectivement que largement il a dépassé ses comptes de campagne et que ses comptes de campagne étaient faux, maquillés. Il fallait là-bas aller à l'invalidation, c'est-à-dire une application stricte de la norme aurait été l'invalidation de l'élection de M. Nicolas Sarkozy. Les juges constitutionnels aussi, souvent nommés par le pouvoir en place, eh bien, vont estimer avoir, à partir de leur conscience... Est-ce que ce que vous dites, c'est non, que les juges constitutionnels en France se sont nommés exactement de la même façon que Cameroun? Pire, même Madame Leïla, je vous donne un cas. M. Roland Dumas a été président du Conseil constitutionnel en France. Qui est Roland Dumas? Monsieur Roland Dumas est ami d'enfance de Monsieur François Mitterrand, compagnon de la résistance de Monsieur François Mitterrand, avocat de la famille François Mitterrand, ami personnel de la famille François Mitterrand, membre du Conseil national du Parti socialiste de François Mitterrand, indéboulonnable ministre des Affaires étrangères de Monsieur François Mitterrand. Monsieur Roland Dumas a été nommé président du Conseil constitutionnel. Je peux vous prendre le même exemple avec Monsieur Bernard Debré, qui était directeur de campagne de Monsieur Jacques Chirac, dont le père a été en quelque sorte Premier ministre de M. De Gaulle, qui a été nommé au Conseil constitutionnel. Je peux vous prendre le cas de M. Laurent Fabius, qui a été nommé au Conseil constitutionnel encore par un parti de gauche. Donc, la nomination au niveau des conseils constitutionnels. Donc, nous pouvons rentrer dans une guerre interminable. Nous disons tout simplement que, effectivement, faut valider. En France, trois membres sont nommés par décision du président de la République, lequel désigne aussi le président du Conseil constitutionnel, madame. Je le sais en France. C'est pour ça, nous parlons du président du Conseil constitutionnel. Au Cameroun, tous les membres du Conseil constitutionnel, même si la loi dit également qu'il y en a qui doivent être nommés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Heureusement que vous le dites. Voilà. Vous le dites. Mais au finish, on se rend compte que tous les membres ont été nommés, enfin la décision qui faisait savoir que tel ou tel est membre du Conseil constitutionnel. La même décision a été rendue dans une même sortie du président de la République. Qu'est-ce que vous en savez des consultations? Et je vais plus loin. Comment sont nommés les membres de la Cour suprême aux États-Unis? Est-ce qu'il y a unanimité? Élection présidentielle Al Gore contre George Bush. Et on sait qu'en France, il y a eu un vote au sein de l'Assemblée nationale n'est pas toujours, ou bien le président du Sénat n'est pas toujours militant du parti au pouvoir. Oui. Voilà. Oui, il y a cohabitation. Souvent en France, mais je parle de la nomination et du président du Conseil constitutionnel. Et maintenant, je vous donne un exemple pour vous expliquer que les tendances des membres du Conseil constitutionnel en France ne peuvent pas forcément aller dans le même sens. Ce n'était pas ça le sens de ma démonstration. Le sens de ma démonstration était que à chaque fois qu'un Conseil constitutionnel se prononce sur des enjeux politiques énormissimes, cette décision fait face en quelque sorte à la réprobation du parti politique en quelque sorte, qui ne se sent pas concerné par ça. Aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a des contestations sur l'élection de M. George Bush. Parce qu'on estime que le vote qui a eu lieu au sein de la Cour suprême des États-Unis pour désigner entre M. Al Gore et M. George Bush, revenons au Cameroun, l'élection présidentielle, eh bien, effectivement, ce vote avait des tendances politiques par rapport aux membres de la Cour suprême. Donc, notre Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le professeur de droit, certainement, y voit des failles juridiques. D'autre part, je crois que il faut l'accepter, d'autant plus que M. Kamto a déjà été président, a déjà été candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Très bien. André Luther-Meka avant le professeur. André Luther-Meka avant le professeur et M. Mévois. Depuis 2011, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti, n'a pas tenu de congrès. On est d'accord ou pas?
Donc, je voudrais d'abord... Non, la question, je veux dire la question arrive. Je voudrais... Est-ce que le RDPC a tenu un congrès depuis 2011? Je voudrais dire que nous ne sommes pas tenus de faire un congrès. Nos statuts démontrent que le bureau politique peut abroger ou proroger, n'est-ce pas, le congrès et le mandat du président national. L'absence de ce congrès est décriée par votre camarade Léon Taylor-Onana. Pourtant, les sages du Conseil constitutionnel n'ont en aucun cas inquiété la candidature de votre président national, du président Paul Biya, ce qui laisse supposer qu'il serait allé dans les statuts du RDPC pour savoir justement que le bureau politique du RDPC peut proroger ou non le mandat du président de la République. Alors, le